mercredi 11 mars 1998, à Paris. Une femme se présente au commissariat du 15e arrondissement pour signaler la disparition de son frère, Akira Ojima. Cet architecte japonais de 57 ans, qui vit en France, n'a plus donné signe de vie depuis près de 48 heures. Son frère a disparu depuis le lundi. Il lui donne toujours des nouvelles. Pour elle, la disparition est anormale. Et donc, elle est très, très inquiète. Akira Ojima a été vu pour la dernière fois par sa secrétaire l'avant-veille à 20h30. Il quittait alors son bureau pour se rendre à un rendez-vous avec un client. Mais le lendemain matin, ses collègues ont constaté son absence au cabinet d'architecte, installé au domicile même du Japonais. Avec sa secrétaire, on a été très étonnés parce qu'il n'avait jamais passé la nuit en dehors de chez lui. Il était toujours rentré, comme bon, elle arrivait pour travailler, elle voyait bien qu'il était là. Puis alors il y avait la cuisine, on était chez lui, donc on voyait ce qui se passait. Même s'il sortait dîner le soir avec des amis, jamais il avait découché. Cette disparition est d'autant plus étonnante que l'homme prévient toujours quand il s'absente et qu'il ne déroge jamais à un emploi du temps matinal très précis. Il ne fait jamais ce genre de choses, non. Il ne peut pas. Il y a certaines coutumes chez lui qu'il faut respecter. Il faut être à l'heure, pile. 8 heures du matin, debout, il descend de lit, il fait tout de suite ce qu'il a fait. Des habitudes strictes qui concernent également tous les gestes de la vie courante. C'est pas un homme maniaque, mais il faut qu'il soit toujours propre. Donc, quand il part, c'est toujours avec sa brosse à dents. Pourtant, dans la salle de bain, toutes ses affaires de toilette sont là. La brosse à dents était là. Akira, partir sans brosse à dents, un peu difficile à imaginer. Et de plus, il avait laissé sa voiture, alors que jamais il partait sans sa voiture. Donc là, on a commencé à s'inquiéter très sérieusement. Akira Ojima a disparu depuis moins de 48 heures, mais les policiers prennent tout de suite l'affaire au sérieux. Comme le veut la loi, il faut 2 jours avant qu'on entame une enquête, parce que tout le monde a le droit de disparaître, de changer de lieu d'habitation ou de partir, surtout un majeur. Il y a souvent, enfin dans 80% des cas, une réapparition de la personne, surtout à 2 jours de la disparition. Mais en raison de l'inquiétude de tous, on part sur quelque chose tout de suite je dirais, de beaucoup plus actif. Donc là, on s'est dit, mais c'est pas possible, il y a trop de choses qui ne vont pas. Donc, on veut savoir, donc on va y aller à fond. Dès le lendemain du signalement de la disparition, la police judiciaire de Paris est saisie. Et une enquête pour enlèvement et séquestration est aussitôt ouverte. Une procédure très rare en pareille situation. Nous, dans un premier temps, on n'a pas d'élément particulier qui nous fait penser à cet enlèvement-séquestration. C'est le ressenti de la sœur d'Ojima qui fait que le parquet, comme nous, considère qu'on a véritablement un enlèvement. Alors qu'on a peu d'éléments au départ. On n'a même pratiquement pas d'éléments au départ sur un enlèvement possible. Pour les hommes de la PJ, la disparition d'Akira Ojima doit être traitée de toute urgence. De notre idée, c'est il faut très vite le retrouver. C'est le compte à rebours. On se dit, tout de suite, essayons de récupérer un maximum d'éléments sur les conditions dans lesquelles il disparaît. Mais dès le lendemain de sa première déclaration, la sœur du disparu revient voir les policiers et elle leur livre un premier indice. La sœur de M. Ojima vient à la division de police judiciaire pour présenter une lettre écrite en japonais sur un papier japonais, écrite, semble-t-il, par son frère, mais sur laquelle elle constate des incohérences. Elle nous dit tout de suite qu'elle serait étonnée que son frère l'ait écrit. Cette lettre, adressée à la secrétaire de l'architecte, est datée du mardi 10 mars, soit le lendemain de sa disparition. 重大な病気お願いでありますが、中村様から電話がありましたら、あっても私の現状を説明しないでください。
Immédiatement appelé, un interprète traduit le document aux enquêteurs. En substance, il dit qu'il est malade, qu'il n'est pas disponible et qu'il demande à la personne à qui il s'adresse de s'occuper de la gestion courante de son bureau et de ne pas donner d'informations à Nakamura. C'est le sens du message global. Et il dit aussi, un peu plus loin, que dès qu'il ira mieux, il reprendra contact avec la personne. Bien qu'il s'agisse du premier signe de vie d'Akira Ojima depuis sa disparition, cette lettre est loin de rassurer son entourage. Il disait que dès qu'il voit l'amélioration de sa santé, il reviendrait, il rentrerait. Mais bon, quel problème de la santé? Il n'a pas du tout de problème de la santé. On se rend compte quand quelqu'un a une grave maladie, ça se sait. Puis alors, on savait ses rendez-vous, s'il allait chez le médecin, on savait où il était. Donc on aurait su s'il avait fait des examens. Donc une grave maladie qui lui tombe dessus du jour au lendemain, c'est peu probable. Des vérifications sont tout de même effectuées auprès des hôpitaux de Paris et de la région parisienne. Mais le nom d'Ojima n'apparaît nulle part. Les enquêteurs non plus ne croient pas à cette histoire de maladie grave. D'autant que la mystérieuse lettre contient d'autres invraisemblances. Sa sœur, si elle reconnaît l'écriture de son frère, ne reconnaît pas ni le style ni les expressions qui sont employées. Alors, il a commencé sa lettre « Je suis tombée malade importante ». Malade importante, ça me semble un peu bizarre, un homme qui est si littéraire, ça fait un peu bizarre. En tout cas, ça lui ressemblait absolument pas du tout. Et ce n'est pas tout. Ce qui est étonnant sur ce courrier, c'est que le courrier est écrit sur un papier japonais. Or, dans son bureau, rue de Flers, il n'y a aucun papier japonais. Donc, il ne détenait pas un papier de cette sorte. Mais ce qui retient surtout l'attention des enquêteurs, c'est la phrase dans laquelle Akira Ojima demande à ce qu'aucune information ne soit transmise à un certain Nakamura. Quand on reçoit la lettre, on ne sait pas qui est Nakamura. Nakamura n'est pas un proche, c'est pas un intime du tout. Voilà, donc c'est un nom qui apparaît, on ne sait pas qui c'est. Pour les enquêteurs, le mystère autour de la disparition de l'architecte japonais s'épaissit. D'autant qu'aucune raison n'apparaît pour expliquer son enlèvement. Dans cette affaire, on n'a pas de demande de rançon. On n'a pas d'éléments sur un conflit grave avec un tiers qui aurait pu l'enlever. Sauf un enlèvement avec demande de rançon, on peut espérer que dans l'espoir de recevoir une somme, on garde en vie la personne. C'est vrai que malheureusement, un enlèvement se solde assez fréquemment par le décès de la personne très vite, quoi. À ce moment-là, on se pose la question de savoir si on le retrouvera vivant. Le temps presse pour les enquêteurs qui se penchent sur la personnalité de l'architecte disparu. Mais en interrogeant ses proches à la recherche d'un début de piste... Lors des auditions de l'environnement professionnel, de la famille, on ne nous cite pas d'ennemis, on ne nous parle pas d'une personne en particulier avec laquelle il a un conflit récent. Son entourage dresse le portrait d'un homme sans histoire, mais avec une personnalité hors du commun. Il était très fin, très raffiné. Il aimait beaucoup la culture, tout ce qui était artistique. Par contre, il était très réservé. Quelquefois, ça le rendait antipathique. Donc, quelquefois, ça donnait une mauvaise impression de l'extérieur. Mais il gagnait à être connu parce qu'il avait un cœur magnifique. Il était toujours très sincère dans tout ce qu'il faisait. Il avait l'air très noble, qui me plaisait beaucoup. On sent bien comment il est raconté comme quelqu'un qui brille un petit peu plus que la moyenne. C'est un esthète. En 1973, après des études aux Beaux-Arts de Tokyo, le Japonais s'installe à Paris et monte son cabinet d'architecte décorateur. Il était très doué pour faire des décorations intérieures. Il aimait beaucoup les styles des différentes périodes françaises, les boiseries, l'ameublement. Il était très très raffiné dans ce domaine.
Divorcé depuis 1980 et sans enfant, Akira Ojima vivait depuis 2 ans une histoire à distance avec un Japonais installé à Tokyo. Mais là encore, aucune piste n'apparaît. C'est pas du côté de sa vie personnelle qu'on a des interrogations. Parce qu'en fait, il vit seul dans son appartement de la rue de Flers. On n'a pas, dans son environnement proche, à titre personnel, il n'y a pas de conflit. En revanche, quand ils épluchent la comptabilité du cabinet de l'architecte, les enquêteurs y découvrent un grave revers financier survenu 2 ans auparavant. En 1996, Akira Ojima signait un contrat avec une société japonaise pour la rénovation d'un château-hôtel situé en France. Mais peu de temps après... Malheureusement, le Japon a limité les sorties d'argent pour les investissements étrangers. Et il a fallu ralentir de plus en plus les travaux du château et on n'a pas pu continuer. Et c'est là que les problèmes financiers ont commencé. En effet, l'architecte avait misé tout l'avenir de son cabinet sur cet unique chantier. Et financièrement, il ne s'est jamais remis de cette annulation brutale. On comprend que son cabinet d'architecte va mal, qu'il n'a pas de contrat, que s'il n'en a pas un très vite, la boîte va fermer et qu'il sera en faillite. Pour ce patron japonais, la perspective de devoir licencier ses employés résonne comme un véritable déshonneur. Quand j'ai parlé de licenciement, ça a été l'horreur pour lui, c'était pas possible. Il m'avait dit, je me suis engagé, c'est pour assurer le salaire, assurer leur rémunération, leur train de vie. Dans une société japonaise, en fait, le patron, c'est un peu le père, il s'occupe de ses employés. Non seulement ce sont des salariés, mais c'est aussi des gens dont il a la préoccupation et dont il se sent responsable. Un scénario apparaît alors. L'architecte, ne supportant pas l'humiliation de sa déroute financière, a pu tout simplement décider de disparaître. Aurait-il fui ses responsabilités? Est-ce que, compte tenu des menaces sur son entreprise, ces menaces de faillite en quelque sorte, est-ce qu'il ne serait pas parti en laissant tout tomber, en abandonnant en quelque sorte sa charge d'architecte? Mais pour les proches d'Akira Ojima, cette hypothèse ne colle pas avec sa personnalité. C'est un homme qui cherche toujours de sortir des problèmes, des difficultés. Il disait toujours qu'il y a toujours la solution. Justement, il avait quelquefois des sautes d'humeur parce qu'il avait l'énergie de faire face. Et je ne pense pas à aucun moment qu'il aurait fui. Les enquêteurs se penchent alors sur les comptes bancaires personnels du disparu. On récupère des chéquiers lui appartenant, ce qui nous permet de requérir les établissements bancaires, afin de savoir si son compte a été débité depuis le moment de sa disparition. Mais aucun paiement ni aucun retrait d'argent n'ont été effectués depuis le 9 mars 1998, soit le jour de la disparition de l'architecte. Il n'y a absolument rien qui permette de penser qu'il a organisé une fuite en utilisant son compte bancaire pour acheter ou louer une voiture ou acheter des billets de train ou d'avion. Non, c'est brusque. La disparition est brusque et pas organisée. Les enquêteurs en sont désormais certains. Akira Ojima n'a pas disparu de son plein gré. Quatre jours après l'enlèvement présumé de l'architecte japonais, les policiers ont peu d'éléments pour orienter leur enquête. Tout juste savent-ils que le 9 mars 1998, le soir de sa disparition, il avait un rendez-vous professionnel important. Monsieur Ojima avait rendez-vous avec quelqu'un qui allait lui présenter des riches clients pour une affaire immobilière à Versailles. On savait que ça. On n'avait que ça. Quelques semaines auparavant, Akira Ojima s'est vu proposer ce chantier de plusieurs millions d'euros, autrement dit, un enjeu vital pour son entreprise. Il est dans un creux de vague, quand même. Bon, donc on lui promet quelque chose. Et d'où l'attrait de ce rendez-vous un peu chaud. En fait, ce projet, qui reste quand même très confus, dont les collaborateurs n'ont pas du tout l'ensemble des éléments, ce projet, c'est pour lui la possibilité de sauver sa société. Le rendez-vous est fixé pour ce lundi soir à 20h au cabinet d'architecte. Mais vers 20h30, ne voyant pas arriver son client potentiel, Akira Ojima décide de prendre les devants.
Il descend au pied de son immeuble pour aller au-devant de ce rendez-vous. Et simultanément, alors qu'il vient de descendre, une personne appelle le secrétariat, le secrétaire décroche, et cette personne fait savoir à la secrétaire que c'est le rendez-vous de M. Ojima, qu'il est en bas de l'immeuble. Et là, on lui dit, Monsieur Ojima vient de descendre, vous allez le voir arriver, vous le voyez, et l'interlocuteur au téléphone dit oui, je le vois, et il raccroche. Et ce sera le dernier moment où on aura des nouvelles de M. Ojima. L'homme, qui s'exprimait avec un accent asiatique, n'a pas donné son nom. Pour les enquêteurs, ce rendez-vous professionnel mystérieux ressemble beaucoup à un guet-apens. Leur priorité est désormais d'identifier ce soi-disant client. On requiert France Télécom, au fin de savoir, de connaître tous les numéros appelants. Sur l'ensemble de ces numéros appelants, on n'a pas de numéro appelant du secteur du 15e arrondissement, où se trouve le domicile et le lieu de travail de M. Ojima. Donc il y a une incohérence, puisque la personne qui appelle dit qu'elle se trouve au pied de l'immeuble. Et c'est là, effectivement, où France Télécom nous dit qu'il peut s'agir d'un téléphone portable, mais à l'époque, ils ne sont pas capables de nous donner l'identification d'un portable qui est appelé le secrétariat. Effectivement, en 1998, la police a très peu de moyens pour retracer un appel émis depuis un téléphone portable. L'utilisation des téléphones portables était beaucoup moins répandue et surtout tout ce qui était géolocalisation, identification. Actuellement, on ferait tout de suite une géolocalisation du téléphone portable. On ne travaille pas du tout de la même façon maintenant. Néanmoins, en poursuivant leurs investigations auprès des opérateurs de téléphonie mobile, les enquêteurs finissent par retrouver le numéro de téléphone qui a appelé. Mais à l'époque, il est impossible de retrouver son propriétaire. Le mardi 17 mars, soit 8 jours après la disparition d'Akira Ojima, un indice vient soudain relancer l'enquête. En fouillant dans les affaires de leur patron, les employés de l'architecte ont fait une étonnante découverte. On nous amène la carte de visite de M. Nakamura, retrouvée dans le bureau de M. Ojima, sur laquelle figure une adresse. Nakamura, c'est le nom mystérieux cité par Akira Ojima dans la lettre qu'il aurait écrite à sa sœur après sa disparition. Sans attendre, les policiers se rendent donc à l'adresse indiquée sur la carte de visite. Ce nommé Nakamura devenait un individu à attendre au plus vite. Les enquêteurs qui partent pour rencontrer M. Nakamura, pour eux, c'est leur dernière possibilité, leur dernière chance de retrouver M. Ojima. On arrive sur place, la porte nous est ouverte par un Asiatique. On s'est dit, bon, on a beaucoup de chance que c'est peut-être lui. On lui présente une carte de visite. Il reconnaît que cette carte de visite lui appartient. Donc la corrélation entre Nakamura et la carte de visite est faite. Il nous suffit maintenant de retrouver ce téléphone. Les enquêteurs veulent maintenant vérifier si c'est bien Yuji Nakamura qui a appelé le cabinet d'architecte le soir du 9 mars. Autrement dit, si c'est bien lui, le mystérieux client avec lequel Akira Ojima avait rendez-vous le soir de sa disparition. L'un des policiers compose le numéro du portable identifié par les opérateurs téléphoniques. Aussitôt, une sonnerie retentit dans la pièce. Yuji Nakamura est confondu et aussitôt placé en garde à vue. Jours après la mystérieuse disparition à Paris de l'architecte japonais Akira Ojima, les enquêteurs tiennent enfin un suspect. Et vu l'urgence de la situation, ils décident d'aller droit au but. Vous êtes M. Nakamura. Votre téléphone correspond au numéro de portable que nous avons eu. Nous savons déjà que vous êtes le dernier à l'avoir vu. Qu'en est-il? Leur interlocuteur admet rapidement qu'il avait bien rendez-vous avec l'architecte. Mais selon lui, Akira Ojima n'est jamais arrivé. On n'y croit pas parce qu'on a une employée du cabinet d'architecte qui nous a dit l'interlocuteur a téléphoné, je lui dis est-ce que vous le voyez? L'interlocuteur a dit oui je le vois. S'il a dit je le vois, c'est qu'il l'a vu. Il ne peut pas nous dire maintenant je ne l'ai pas vu. Donc déjà il mentait.
Malgré tout, le suspect maintient sa version. Pour convaincre les policiers, il leur livre même un nouvel élément, un document censé le disculper. Il présente un courrier soi-disant rédigé par Ojima, courrier dans lequel Ojima s'excuse d'avoir dû écourter un rendez-vous où il dit qu'il comprend que si Nakamura voulait mettre fin aux transactions, ce serait normal. Monsieur Nakamura, je vous présente toutes mes excuses de devoir partir au milieu de notre conversation sur les affaires à traiter. Je vous contacterai dès que possible, avec tous mes respects. Le problème, c'est que dans la mesure où Nakamura explique que lui-même n'a jamais rencontré Ojima, alors même que la lettre dit qu'il s'agit d'un rendez-vous écourté, il y a une incohérence. Persuadés que l'homme leur ment, les policiers abattent alors leur joker. Non seulement il était le suspect numéro 1, mais il devenait l'auteur présumé d'un éventuel enlèvement. Mais il fallait toute une organisation, un véhicule, des complices, quelque chose pour faire disparaître le corps. Donc on savait bien qu'il était co-auteur dans cette affaire. Donc on a appuyé où ça fait mal en disant que voilà, mais c'est toi, on n'a que toi, ben tu paieras pour tout le monde. Et c'est là qu'il s'est effondré et qu'il a avoué ce que c'était vraiment passé. Il nous explique qu'il a bien participé à l'enlèvement de M. Ojima pour le compte d'un individu qu'il connaît depuis un moment, quelqu'un dont le surnom est Carole. Et que, comme ce dernier lui avait déjà rendu service par le passé, en lui faisant obtenir une carte de séjour, donc il voulait lui rendre l'appareil. Yuji Nakamura livre alors tous les détails des événements. Ce lundi 9 mars, vers 18h, il se rend chez ce mystérieux Carole, le commanditaire de l'opération, pour un dernier briefing avant l'enlèvement. Sont alors présents 2 autres hommes qu'il ne connaît pas. Et c'est là où on lui a expliqué sa participation, ce qu'il devait faire exactement. Donc il dit qu'on ne lui a pas donné tous les détails, mais on lui a dit simplement, tu fais descendre l'architecte, tu le remets à ces 2 individus qui viennent me l'emmener et c'est tout. Ton travail s'arrête là. En tant que faux client, Yuji Nakamura sert donc d'appât, tandis que les 2 autres hommes jouent les rôles de chauffeur et de secrétaire. Après avoir mis leur plan au point, les 3 hommes montent dans une berline aux vitres teintées et se rendent au bureau d'Akira Ojima. Yuji Nakamura raconte alors aux policiers qu'il a été très surpris de découvrir un gyrophare sur le tableau de bord de la voiture. Et Nakamura nous dira que pour lui, il s'agit de gens qui étaient en relation avec la police ou de la police secrète. Ce qu'il confirmera dans cette idée, c'est que le véhicule grille plusieurs feux et que le chauffeur déclenche le 2 tons, c'est-à-dire la sirène du véhicule. Et d'ailleurs, l'un d'eux lui dira « on est de la maison », ce qui est un terme pour dire « on est policier ». Mais les enquêteurs ne croient pas un instant que le kidnapping d'Akira Ojima puisse être lié à une opération de police. On ne pense pas tout à fait à des flics, parce que s'il s'agissait de collègues, depuis 10 jours, ces collègues auraient communiqué sur les suites de leurs opérations. C'était très difficile de croire qu'il s'agissait d'une pure affaire de police. Yuji Nakamura poursuit son récit. Il explique qu'il a intercepté Akira Ojima au pied de son immeuble. Il voit M. Ojima, lui dit que voilà, il y a une voiture qui vous attend, venez avec moi. Alors M. Ojima serait venu l'aurait accompagné à cette voiture. L'architecte est alors invité à s'asseoir à l'arrière de la voiture, à côté du faux secrétaire. Mais Yuji Nakamura raconte qu'au moment où le véhicule démarre, là, il se passe quelque chose, il entend que ça se passe mal, mais il n'est pas capable d'identifier exactement de quoi il s'agit. Et très vite, il descendra du véhicule et partira de son côté. Les enquêteurs savent maintenant qu'Akira Ojima est tombé dans un piège. Leur priorité est désormais de retrouver les complices de Yuji Nakamura. Mais l'homme assure ne connaître ni le chauffeur du véhicule, ni le faux secrétaire. En revanche, il livre l'adresse de Carole, le commanditaire de l'enlèvement, un appartement situé avenue Kennedy, dans le 16e arrondissement de Paris. Et donc, il faut aller tout de suite là-bas
Parce que si on récupère l'auteur de l'enlèvement, nous, dans notre idée, c'est que il faut qu'on sache où est Ojima toujours. Donc l'auteur de l'enlèvement, l'utilité, c'est de l'avoir très vite pour qu'il nous dise où est Ojima. En arrivant devant le domicile du mystérieux Carole, les hommes de la PJ ne veulent rien laisser au hasard pour mener à bien son interpellation. Nous, ce qu'on veut, on veut Carole. Donc c'est pour ça qu'on va assez nombreux et qu'on est prêt à les sauter dessus s'il se trouve dans l'appartement. Compte tenu de la façon dont ça s'est produit, l'enlèvement d'Ojima, il se pourrait qu'on ait affaire à des personnes très dangereuses. Donc on prend des précautions, c'est-à-dire on renforce le dispositif, on laisse quand même une équipe dans l'avenue en cas d'arrivée impromptue de l'individu s'il n'était pas dans l'appartement. La porte nous est ouverte par une jeune femme qui se présente comme Madame Umeda, Ayuko Umeda. Cette japonaise de 38 ans explique aux policiers qu'elle est la propriétaire de l'appartement. Immédiatement, on investit les lieux. Carole ne se trouve pas dans les lieux. Et Umeda va nous dire, oui, Carole, il va bientôt revenir. Elle nous dit que Carole n'habite plus chez elle, mais qu'il revient régulièrement. Et elle reste assez vague sur ses relations avec Carole. Les enquêteurs veulent interpeller Carole par surprise à son retour. Ils demandent donc à la japonaise une description précise de l'individu. Physiquement, Carole est un Européen relativement grand, assez maigre, qui a toujours une queue de cheval et qui est souvent habillé avec des tenues de ninja ou tenues de police, des combinaisons noires. Voilà, un peu mytho, quoi. Un peu mytho. Et donc, on s'attend à ça, quoi. On s'attend à quelqu'un qui est assez original. En attendant son arrivée, les policiers perquisitionnent les lieux. Dans l'appartement, on retrouvera 2 pièces qui nous confirment qu'on ne se trompe pas. Une décision de justice au nom de Jean-Pierre Reinhoud, dit Carole, et un document qui fait état d'un différend à propos d'un immeuble entre Madame Umeda et Ojima. On s'aperçoit que Madame Umeda a eu un litige avec le Japonais qui a disparu. Donc on était exactement au centre de l'affaire. Le lien entre l'architecte Akira Ojima, la propriétaire des lieux, et le mystérieux Carole est désormais établi. Reste à savoir si la japonaise a joué un rôle dans le kidnapping. Elle est aussitôt placée en garde à vue. Au même moment, la silhouette d'un homme longiligne, vêtu de noir et portant un catogan, est repérée aux abords de l'avenue Kennedy. Il nous est signalé immédiatement par l'équipe dans l'avenue qui le laisse pénétrer. Carole prend l'ascenseur. Ceux qui sont à l'extérieur montent l'escalier en même temps qu'il prend l'ascenseur pour arriver avec lui sur le palier. Et à peine il est sur le palier, donc on ouvre la porte et on l'interpelle. Il est même pas étonné, Carole. Ah, il dit, mais j'aurais dû savoir que vous veniez me chercher, j'aurais pris mon poison. Donc là, on se dit, c'est bon, on a la bonne personne. L'homme qui se fait appeler Carole est à son tour placé en garde à vue. Et son interrogatoire débute dans un climat d'extrême tension. Tout de suite, on lui met la pression. On veut savoir où il séquestre Ojima. Et là, il reste très, très confus. Il joue au dur, il n'explique rien, il dit rien, il connaît personne. En fait, on s'aperçoit tout de suite qu'il a une attitude de voyou. C'est-à-dire le vrai voyou n'avoue que ce sur lequel il est confondu. Donc lui, il attend de savoir ce qu'on a comme élément avant de parler. En parallèle, les policiers interrogent aussi sa présumée complice, Ayuko Umeda. Le souvenir que j'ai d'Umeda, c'est d'une personne très fatiguée, qui est affaiblie, qui est vraiment pas bien. Elle est très malade. Et puis, voilà, elle est au bout du rouleau, physiquement et moralement. En effet, les enquêteurs apprennent que la femme est atteinte d'un cancer généralisé. Interrogée sur son emploi du temps le soir de l'enlèvement de l'architecte, la japonaise explique d'ailleurs qu'elle était à l'hôpital. Elle nous dit qu'elle n'est pas au courant de ce qui est arrivé à Ojima. Elle ne sait pas. Et que si Carole a fait quelque chose à Ojima, elle n'y est pour rien. Ayuko Umeda raconte ensuite aux policiers comment le mystérieux Carole est entré dans sa vie. Elle nous
dit que Carole, il fréquente le milieu japonais depuis de nombreuses années. C'est comme ça qu'il a été amené à fréquenter la famille Umeda, que petit à petit il a pris de l'importance au sein de cette famille, qu'il les a aidés, qu'il a joué un peu le rôle de chevalier servant, enfin, qu'il s'est occupé de leurs intérêts, qui étaient très présents en tout cas. Et donc voilà, il est indispensable. Carole, il est indispensable pour Umeda. Les policiers interrogent ensuite la femme sur les origines de son conflit avec la victime. Des événements qui remontent 8 ans auparavant. Umeda, elle a entraîné son père à Paris. Ils ont pensé faire des affaires. Ils ont rencontré quelqu'un qui travaille habituellement et qui gagne régulièrement sa vie sur des affaires avec des Japonais, qui est Akira Ojima. Avec l'architecte, la famille Umeda se lance alors dans un vaste projet immobilier. Mais ce qui devait être une belle affaire financière va virer au fiasco, jusqu'à conduire le père d'Ayuko Umeda à la faillite, puis au suicide. Pour la jeune femme, l'architecte est le seul responsable de ce drame et elle ne lui a jamais pardonné. Elle en veut tellement à Ojima que Carole, de ce qu'elle nous dit, Carole a mis avec elle sur pied un projet pour essayer de faire rendre à Ojima l'argent qu'il doit. Mais rien n'a abouti. Ojima est resté indifférent. On voit un peu que tout de suite se dessinait une piste qui est celle de le petit ami de Madame Umeda qui se chargerait de venger. Bon. Mais enfin, on se dit, c'est peut-être possible, c'est peut-être plausible, mais on verra par la suite. Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver Ojima. Nous, on pense que peut-être il est vivant. Parce que on comprend qu'il y a derrière tout ça un différend financier entre Umeda et Ojima. Et que le rôle de Carole, c'est d'essayer de récupérer, pour le compte d'Umeda, de l'argent qui aurait, tout ça au conditionnel, été escroqué par Ojima. Donc on se dit que peut-être il est encore vivant puisque cet argent, il n'a peut-être pas été récupéré. Donc nous, on a l'espoir qu'Ojima est vivant. Confrontée aux révélations d'Ayuko Umeda, Carole décide de rompre le silence. Il se présente alors comme le dernier fidèle, prêt à aider la japonaise. Il nous explique que plus personne n'était là pour essayer de défendre ce qui restait de la famille Umeda, et que lui, il a pris ce rôle-là. Carole reconnaît alors avoir tendu un piège à l'architecte Akira Ojima, mais dans l'unique but de lui faire peur. Il a organisé le fait de faire descendre Ojima de façon à s'expliquer. Ils auraient une explication et Ojima serait reparti de son côté, et là il ne l'aurait plus revu. C'est impossible que cette version puisse coller puisque Ojima il n'est jamais réapparu. Donc voilà, ça va pas. C'est évident qu'au vu du procédé qui a été mis en place, de l'organisation, ça allait plus loin. Étonnamment, Carole justifie son geste en invoquant le code d'honneur des samouraïs. Les enquêteurs décident alors d'utiliser cet argument inattendu en le retournant contre leur interlocuteur. Comme on était bloqué, on s'est dit que peut-être ce qui pourrait débloquer la situation, comme c'est un mythomane, Carole qui joue ce rôle de samouraï blanc. Peut-être ce qui pourrait marcher, c'est de jouer sur le registre de l'honneur, puisque c'est un homme d'honneur. Et donc on lui a dit, mais si tu es un homme d'honneur, tu dois aller jusqu'au bout de ce que tu es, et tu n'as pas à nous mentir sur ce que tu as fait. Et effectivement, il a dit, c'est vrai, vous avez raison. Et il est allé nous expliquer qu'en fait, il avait un domicile à Nanterre, et que c'est là-bas qu'on pourrait trouver Ojima. La ténacité des policiers a payé. 10 jours après l'enlèvement d'Akira Ojima, son ravisseur les conduit vers le lieu de la captivité, dans le sous-sol de son pavillon de Nanterre, en région parisienne. On lui demande où il est, parce qu'il ne nous le dit pas au départ. Et donc c'est là où il nous montre le congélateur.
Et donc on comprend qu'il l'a mis dans le congélateur. En ouvrant le congélateur, les policiers découvrent un paquet composé de sacs plastiques et contenant le corps recroquevillé de l'architecte. Il est habillé d'une combinaison jetable de peintre et entièrement ligoté. La difficulté d'un corps découvert en position fétale, sanglé et placé en congélation, donc avec une impossibilité complète de déplier le corps tout simplement, va rendre difficile les premières hypothèses quant à la nature du décès. Les experts de l'identité judiciaire présents sur place notent tout de même qu'une cordelette en nylon est nouée autour du cou de la victime et tachée d'une substance rougeâtre. Est-ce que le lien autour du cou correspond à une strangulation qui aura entraîné le décès de la victime? Est-ce que l'individu a été placé vivant dans le congélateur et que la victime est donc décédée d'une suffocation, d'une asphyxie avec le sac plastique? C'est toute la difficulté sur les lieux d'un corps en position prostrée qu'il sera alors impossible d'allonger pour essayer de faire des constatations sur le corps. Seule une autopsie réalisée sur le corps décongelé permettra de faire toute la lumière sur les circonstances de la mort. En attendant, les enquêteurs poursuivent leurs investigations dans le pavillon. Dans une autre pièce du sous-sol, ils découvrent un étonnant matériel. Une table chirurgicale, des seringues, des fioles et un appareil de monitoring cardiaque. En mettant tous ces indices sous scellé, les policiers ont la conviction qu'un professionnel du corps médical a participé à la séquestration d'Akira Ojima, orchestrée par Carole. Il avait vraiment organisé la petite pièce de l'horreur pour lui mettre la pression. Carole explique alors qu'après avoir terrorisé son prisonnier, il lui a tiré dessus avec un stylo-pistolet, puis l'a achevé en l'étranglant. Il nous dit que c'est avec un stylo-pistolet qu'il a tenté de tuer Ojima, mais on ne le retrouve pas sur place. Des caméras de vidéosurveillance factices sont également découvertes. Mais alors que les enquêteurs achèvent la perquisition des lieux, il y a un colocataire qui est complètement étranger à l'affaire, qui partageait une ou deux pièces du pavillon, et qui ne s'est même pas rendu compte que quelqu'un était détenu dans la cave. Et sans le savoir, l'homme livre aux policiers une information capitale. Il dit qu'il a vu Umida sur place dans le pavillon. Cela nous a confortés dans l'idée que Madame Umida savait plus qu'elle nous disait dans cette affaire. Si elle était sur place, c'est que au moins elle savait qu'il y a quelque chose qui s'y passait, et voilà. Donc cela nous confortait dans l'idée qu'il fallait la retenir et qu'elle était vraisemblablement co-auteur ou complice dans cette affaire. Huit jours plus tard, à l'Institut médico-légal de Paris, le corps d'Akira Ojima est enfin décongelé. Son autopsie peut alors être pratiquée. Le médecin légiste commence par dénouer la cordelette qui entoure le cou de la victime, laissant apparaître un orifice d'entrée de projectile à l'arrière de la tête. L'orifice derrière la nuque est tout petit. Ça évoque une projectile de type 22 long rifle, c'est-à-dire 5 mm, un peu plus de 5 mm, donc quelque chose qui est extrêmement réduit. Mais selon l'expert, cette seule balle n'a pas pu provoquer la mort. Il y a bien des dégâts, ça occasionne bien des lésions qui normalement vont occasionner des troubles respiratoires, l'arrêt de la respiration par atteinte centrale. Elles ne sont pas suffisamment importantes pour être immédiates. Et donc on comprend qu'il a fallu associer un deuxième moyen pour arriver à arrêter la respiration et à occasionner le décès. Effectivement, la suite de l'examen met en évidence une marque de strangulation. On va retrouver un sillon circulaire du cou, un sillon échymotique un peu creusé, et là c'est typiquement un sillon de strangulation par lien avec l'attache complète qui fait l'ensemble du cou. Ces constatations confirment donc les aveux de Carole. Mais en examinant ensuite le thorax de la victime, le légiste fait une autre découverte pour le moins surprenante. On va retrouver des électrodes d'électrocardiogramme comme on les place dans une réanimation et qui indiquent qu'il y a eu à un moment un suivi électrocardiographique de la personne
un petit peu étonnant sur un corps d'une personne décédée. Un appareil de monitoring cardiaque ayant été retrouvé sur la scène de crime, les enquêteurs en déduisent que le meurtrier a certainement cherché à maintenir sa victime en vie. Reste à savoir pourquoi. Enfin, le légiste découvre un indice qui semble indiquer que la victime a été droguée pendant sa séquestration, mais qui confirme aussi la présence sur place d'un professionnel du corps médical. On va retrouver aussi, au niveau d'une cheville, ce qu'on appelle un point de fonction, c'est-à-dire un accès veineux. Et là, c'est très évocateur d'une injection qui a été faite dans une veine de la partie extrême de la jambe, juste au-dessus de la cheville, la veine saphène. Ceci correspond exactement au passage de la veine saphène interne, une veine qui est utilisée par les médecins ou les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation pour disposer d'un accès veineux lorsque l'abord des membres supérieurs n'est pas facile. Une expertise toxicologique est donc ordonnée et l'analyse du sang de la victime révèle effectivement la présence d'un puissant anesthésique. Enfin, si la datation de la mort est rendue impossible par la congélation du corps, les signes de putréfaction indiquent que le cadavre a séjourné à l'air ambiant au moins 48 heures avant d'être ligoté et congelé. Dix jours après l'enlèvement à Paris de l'architecte Akira Ojima, son corps sans vie a été retrouvé ligoté dans un congélateur. Son ravisseur et assassin présumé, surnommé Carole, est alors présenté devant un juge d'instruction pour faire toute la lumière sur ce guet-apens meurtrier. Lui, il nous décrit l'enlèvement de la façon suivante. Il avait deux amis, dont il ne veut pas nous parler, qui lui doivent des services et qui ont participé avec Nakamura à l'enlèvement. Dès qu'Ojima est monté dans le véhicule, le secrétaire, la personne assise à l'arrière, a fait une piqûre de Valium fournie par Carole pour endormir Ojima. Akira Ojima est donc inconscient lorsque ses kidnappeurs le livrent à Carole, qui affirme avoir ensuite été seul pendant la séquestration de l'architecte. Il l'amène donc dans cette pièce organisée pour la réception d'Ojima. Il le déshabille, il lui passe une combinaison de papier. Il l'attache sur cette chaise avec des serflex aux bras et aux jambes. Et il place sur le corps d'Ojima des électrodes relié à un monitoring afin de suivre son rythme cardiaque. Pour ne pas éveiller les soupçons des proches d'Akira Ojima, Carole l'oblige à rédiger des lettres en japonais. Puis il réclame une rançon de plusieurs millions de francs, ignorant visiblement que l'architecte est en fait au bord de la faillite. Il n'avait vraiment rien. Il avait vendu tout ce qu'il pouvait vendre. Et donc il n'a pas pu verser de rançon pour sa vie. Carole raconte qu'il a tué Akira Ojima quand il a compris que son otage ne pourrait lui donner que 25 000 francs, soit moins de 4 000 €. Mais les enquêteurs ont la certitude que même si l'architecte avait réuni la somme exigée, son ravisseur l'aurait tué de toute façon. La criminologie apprend que quand on enlève quelqu'un, si on le relâche, il est capable de donner des indications qui permettent de trouver les gens qui l'ont enlevé. Et là, de toute façon, il y en avait pour pas très longtemps. Donc, c'était inscrit d'avance. Ils ne pouvaient pas s'en sortir vivants. Les gens qu'on kidnappe, on les tue parce que sinon, ils y parlent. Après 2 jours entiers de détention et de torture, Carole décide donc de tuer son prisonnier à l'aide d'un stylo-pistolet, une arme peu répandue en France. Toutes les armes dissimulées sous la forme d'autres objets, ça peut être le célèbre parapluie bulgare, ça peut être un porte-monnaie, ça peut être un crucifix. C'est relativement anecdotique parce que ce ne sont jamais des armes très efficaces, mais qui fleurissent dans l'esprit de mythomanes qui se font un peu leur cinéma. En tout cas, c'est une arme d'assassin parce que ça ne peut être utilisé vraiment qu'à bout touchant. Et lorsqu'on tire à bout touchant, en principe, c'est pour tuer. Tout au long de son interrogatoire, Carole a visiblement couvert tous les complices qui l'ont aidé dans son opération criminelle.
Mais les policiers sont maintenant déterminés à démanteler toute la bande. Les enquêteurs ont déjà identifié plusieurs complices de cet enlèvement meurtrier. Il y a le ravisseur proprement dit, Yuji Nakamura, mais aussi Ayuko Umeda, qui a été vu par un témoin sur les lieux de la détention. On pense que c'est Umeda qui a participé beaucoup plus qu'elle ne dit, au moins sur le contrôle du courrier d'Ojima, peut-être dans la rédaction déjà du texte qui serait recopié par Ojima. Effectivement, Carole, qui ne sait ni lire ni écrire le japonais, a forcément été aidée quand il a dicté le texte de ses lettres à Akira Ojima. Il fallait que le texte rédigé, qui aurait été rédigé par Ojima, soit revu et qu'on vérifie qu'il n'y ait pas un appel à l'aide. Et donc il fallait quelqu'un qui soit capable de vérifier ce qui avait été écrit par Ojima. Ça ne pouvait pas être Carole. Réentendue, la japonaise reconnaît qu'elle a bien rédigé les versions originales des lettres. Mais vu la haine que cette femme nourrissait à l'égard de l'architecte, qu'elle accusait d'avoir poussé son père à la faillite puis au suicide, les enquêteurs se demandent si elle n'est pas la véritable commanditaire de l'opération. De le départ, sa façon de s'exprimer, de se cacher derrière son petit ami, je ne sais rien, je n'ai rien fait, je n'ai rien à voir dans cette affaire. Tout ça nous paraît très suspect, dans la mesure où on savait déjà qu'elle a participé à l'affaire. Ayuko Umeda est alors mise en examen pour enlèvement, séquestration et complicité d'assassinat avant d'être incarcérée. Les policiers poursuivent leur enquête à la recherche d'autres complices. Persuadés qu'un professionnel de santé a participé à l'opération, ils font appel à un expert en anesthésie. Le professeur André Liénard est ainsi chargé d'étudier tous les éléments du dossier et notamment les résultats de l'analyse toxicologique pratiquée sur la victime. Immédiatement, la présence dans le sang de midazolam, un anesthésique très particulier, lui permet de confirmer que les enquêteurs ont vu juste. Le midazolam est un produit réservé à l'anesthésie et à la réanimation. Et ceux qui en connaissent mieux les maniements, c'est les médecins anesthésistes, réanimateurs ou les infirmiers anesthésistes. Compte tenu d'une surveillance par électrocardiogramme, de l'utilisation de produits d'une manière sûre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de surdosage, tout ça impliquait nécessairement la participation d'un professionnel de l'anesthésie dans ces opérations. Les enquêteurs cherchent donc qui, dans l'entourage de Carole, pourrait avoir ce type de compétences. Et étonnamment, c'est en s'intéressant à la provenance de l'arme du crime, le stylo-pistolet, qu'ils parviennent à identifier leur homme. On s'aperçoit que le stylo-pistolet a été acheté auprès d'une armurerie. On va attendre l'armurier qui va dire oui, un certain monsieur un tel, a bien acheté des stylo-pistolets comme d'habitude. Et on s'aperçoit que ce monsieur était en relation avec Carole. Il s'agit d'un infirmier français mais qui travaille en Suisse. Cet homme, un certain Jean-Paul, est interpellé dès son retour sur le sol français 1 mois et demi plus tard. Les places en garde à vue et on l'emmène à Paris, dans notre service, afin de l'interroger. Bon, lui, avec les éléments qu'on avait, bon, c'était trop. Donc il a avoué tout de suite. L'homme reconnaît ainsi avoir participé à l'enlèvement, puis à la séquestration d'Akira Ojima. Le co-auteur d'un enlèvement, il devient maintenant co-auteur d'un homicide. On lui met en face de ses responsabilités. On lui dit, bon, tu vas payer, tu vas être condamné, voilà, on ne peut rien pour toi, il faut que tu collabores, que tu dises ce que tu sais. Acculé, l'infirmier livre alors l'identité du dernier complice, le chauffeur. Il s'appelle Guy, et en épluchant les relevés téléphoniques de Carole, les enquêteurs l'identifient rapidement. Il y a 12 appels pendant la période de l'enlèvement, juste avant et après, mais surtout, il y a personne d'autre qui l'appelle autant. Sur la période de l'enlèvement,
Bon, Carole ne va pas perdre du temps à discuter autant et autant de fois avec quelqu'un qui n'a pas participé. Immédiatement, les policiers se rendent à son domicile pour l'interpeller. Quand on est sur les lieux, on fait une perquisition dans les lieux afin d'essayer de le retrouver. Il n'est pas là, il serait à l'étranger, mais il appelle sa femme nous le passe et nous dit que tout de suite il comprend, mais qu'il n'a rien à voir dans cette affaire, qu'il se présentera chez nous, en fait il se présentera jamais. S'il ne se rend pas à la PJ, 2 mois plus tard, le 15 juillet 1998, Guy se présente spontanément devant la juge d'instruction. Il évoque auprès de la juge le secret défense pour pas répondre à ses questions, enfin c'est ubuesque. Mais voilà, il joue sur ce registre du pro et qui ne peut pas dire tout, et en tout cas qui n'a jamais participé à cette histoire d'enlèvement. Mais le chauffeur est formellement identifié par les autres complices du kidnapping, Yuji Nakamura et Jean-Paul, l'infirmier. Et il est mis en examen. Le 20 décembre 2000, le procès des meurtriers d'Akira Ojima s'ouvre devant la cour d'assises de Nanterre. Mais le banc des accusés est quasiment vide. En effet, 10 jours après son incarcération, Ayuko Umeda s'est pendue à la grille d'aération de sa cellule. 5 mois plus tard, Carole s'est à son tour suicidée par pendaison. L'univers de la prison, il ignorait totalement ce que c'était. Pour moi, c'est la raison de son geste. Le gars qui joue le samouraï, il n'a pas envie de ça. La seule chose qu'il a compris de cette histoire de samouraï, c'est qu'un jour, il faut savoir mourir. Enfin, en novembre 1999, 3 mois seulement après sa remise en liberté provisoire, le corps de Yuji Nakamura est retrouvé dans un canal avec une balle dans la tête. Nakamura est mort dans des circonstances criminelles. J'ai aucun lien entre sa mort et l'affaire qui nous occupe, et en plus, je ne les trouve pas dans la même tonalité. Ainsi, seul Guy, le chauffeur, et Jean-Paul, l'infirmier, ont comparu dans le box des accusés. Akira Ojima a été assassiné à 57 ans, alors qu'il envisageait de retourner dans son pays d'origine, 25 ans après l'avoir quitté. Nouveau départ, une nouvelle vie, avec une petite finance. Il voulait refaire sa vie, un autre style, au Japon, plus simple. Pour ses proches, au-delà de sa mort, ce sont les horribles conditions de son assassinat qui sont toujours insupportables, même 20 ans plus tard. C'est de la folie furieuse. Il a dû être effrayé. Ça a dû être terrible pour lui. Déjà, il était un peu, pas timide, mais un peu réservé. Je me dis, mais ça a dû être l'horreur. Mais qu'est-ce que c'est que cette monstruosité? On a été très choqués tous. Hein. C'est quelque chose dont on se souviendra toute notre vie, je pense.